Nous sommes à la fin de l'été 1945 dans le désert brûlant du Nouveau-Mexique. La guerre vient à peine de se terminer. Hiroshima et Nagasaki ont déjà subi l'enfer nucléaire. Et pourtant, dans un petit laboratoire situé au cœur de Los Alamos, certains scientifiques continuent à manipuler les matériaux les plus dangereux que toute l'humanité a connus jusqu'alors. Au cœur de leur expérimentation se trouve une sphère de plutonium de 6 kg, un objet à peine plus gros qu'un pamplemousse, mais capable de libérer une puissance inouïe. Destiné à être le cœur d'une troisième bombe atomique, ce noyau n'a finalement pas servi contre le Japon. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante et tragique de ce noyau de plutonium. Comment, en voulant pousser la science jusqu'à ses limites, deux hommes ont perdu la vie au seuil d'une réaction en chaîne. Après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, le 6 et 9 août 1945, la Seconde Guerre mondiale prend fin. Le Japon se rend officiellement le 15 août. Alors pourquoi, quelques jours à peine la capitulation, des chercheurs sont-ils encore en train de manipuler du plutonium à Los Alamos? En réalité, la science nucléaire est alors en pleine ébullition. On a découvert une arme dévastatrice, et le gouvernement américain craint déjà de se retrouver devancé par d'autres puissances, comme l'URSS notamment. Les physiciens de Los Alamos sont donc encouragés à comprendre exactement jusqu'à où on peut aller avec le plutonium. Quel est le point précis où la masse devient critique? Comment optimiser le rendement d'une bombe? Dans ce contexte, ils mènent des expériences de criticité. Ils testent à quel moment un bloc de plutonium devient supercritique, c'est-à-dire capable d'entretenir une réaction nucléaire en chaîne de façon exponentielle. On se trouve littéralement sur le fil du rasoir. Le but de ces essais, améliorer la compréhension scientifique, tester des méthodes de sûreté et préparer d'éventuels dispositifs pour le futur. À Los Alamos, un bâtiment spécial est dédié à ces expériences délicates. On l'appelle Omega. Loin des bureaux principaux, il est censé offrir une certaine isolation, tant pour protéger l'environnement que pour éviter la curiosité des non-initiés. Les protocoles de sécurité, à l'époque, paraissent toutefois peu développés à nos yeux modernes. On manipule parfois le plutonium quasiment à main nue, juste avec quelques règles de distance et un compteur à neutrons pour s'assurer qu'on ne dépasse pas le seuil critique. Dans ce décor, on va assister à deux drames à quelques mois d'intervalle. Le premier a tombé sous la malédiction du cœur du démon est Harry Daghlian. Âgé seulement de 24 ans, brillant physicien, il travaille sur ses tests de criticité. Comme beaucoup de jeunes scientifiques de l'époque, il est à la fois fasciné par la puissance nucléaire et confiant dans ses capacités à la dompter. 21 août 1945, un peu après minuit. Dans le laboratoire Omega, Daghlian s'affaire autour du noyau de plutonium qui l'entoure de blocs de carbure de tungstène. Ces blocs font office de réflecteurs de neutrons. En renvoyant les neutrons vers le cœur, ils augmentent fortement la réactivité de l'ensemble. La technique, très périlleuse, consiste à ajouter progressivement des blocs autour du noyau, tout en surveillant le compteur à neutrons. Il s'agit d'un détecteur qui grésille de plus en plus vite à mesure que l'on approche du point critique. Le but, bien justement, approcher le seuil critique, sans jamais le dépasser. Ce soir-là, Daghlian est seul dans la pièce, ou presque. Un garde ou un technicien est présent, mais ne participe pas directement à la manipulation. Fatigué, Daghlian se rend compte que le compteur crépite déjà beaucoup, signe qu'on est tout près de la zone rouge. Il s'apprête donc à retirer sa main. C'est à ce moment précis qu'il commet l'irréparable. La brique de carbure de tungstène lui échappe et tombe sur le haut de la sphère de plutonium. L'équilibre bascule instantanément. Le noyau devient supercritique. Un flash bleuâtre, qu'on appelle un éclair de Cherenkov, inonde la pièce. Durant une fraction de seconde, le noyau libère un flot massif de radiation ionisante. Daghlian, pris de panique, repousse la brique avec sa main nue, brisant l'ensemble pour revenir à un état sous-critique. Mais le mal est fait. En quelques secondes, il a absorbé une dose très importante de radiation. Dans les heures qui suivent, Daghlian présente déjà les symptômes d'une irradiation aiguë. Nausées, vomissements et surtout une brûlure sur sa main droite, celle qui a touché directement le noyau. Transporté à l'hôpital de Los Alamos, il reste conscient pendant plusieurs jours. Il comprend que son sort est quasiment scellé. Son corps a reçu bien plus que la dose létale. Les médecins tentent de limiter sa souffrance, mais la technologie médicale de l'époque reste très limitée face aux dégâts internes causés par un rayon gamma à haute intensité. Son système immunitaire s'effondre. Il subit des hémorragies internes, des lésions cutanées apparaissent, bref,
l'organisme s'autodétruit lentement. Après 25 jours d'agonie, Daghlian meurt le 15 septembre 1945. La nouvelle choque les scientifiques de Los Alamos. Officiellement, l'armée reste vague sur les circonstances, préférant parler d'un accident de laboratoire. Mais dans les couloirs, on comprend que ce noyau de plutonium vient de causer sa première victime. Certains chuchotent que la sphère est maudite. 9 mois passent. Le 21 mai 1946, une nouvelle expérience est organisée autour de ce même noyau de plutonium. Cette fois, la démonstration est dirigée par Louis Slotin, 35 ans, physicien chevronné, connu pour son aplomb. C'est lui qui, pendant la guerre, formait d'autres chercheurs à la manipulation du plutonium. Slotin a déjà été mis en garde pour ses méthodes jugées trop artisanales. Il a la fâcheuse habitude de ne pas suivre à la lettre les consignes de sécurité. Par exemple, il se passe de cales de sécurité pour éviter que le noyau ne se renferme sur lui-même. Son outil favori, un simple tournevis qu'il glisse entre les deux coupoles de beryllium pour empêcher leur contact complet au-dessus du noyau. Cette fois-ci, l'expérience est différente de celle de Daghlian. Le noyau de plutonium repose dans une demi-sphère creuse de beryllium, le réflecteur à neutrons. Au-dessus, on place la seconde moitié de la coque. Si on les laissait se refermer totalement, le système deviendrait supercritique. Le but, rapprocher juste assez pour frôler le point critique tout en évitant le désastre. Officiellement, un dispositif de cale doit maintenir un espace sûr, mais Slotin préfère tout faire à la main, d'où la présence du tournevis. L'après-midi du 21 mai, il veut montrer cette technique à plusieurs collègues. 8 sont présents autour de la table. Tout le monde retient son souffle, parce que chacun sait que le moindre faux geste peut s'avérer fatal. Soudain, le tournevis rip. La coupole supérieure tombe, enfermant complètement le noyau. Instantanément, un flash bleu illumine la salle. Le cœur est supercritique. Pendant un bref instant, il émet un flot de radiation colossal. Slotin, dans un réflexe désespéré, soulève aussitôt la coupole pour briser la configuration. Il sauve ainsi ses collègues d'une exposition trop forte, mais lui-même se trouve directement au-dessus du noyau au moment critique. Il encaisse la dose la plus violente. Il comprend immédiatement la gravité de la situation. De sa voix blanche, il murmure « Tout le monde va bien ? Parce que moi, je crois que je suis fini ». Tous les témoins étaient sous le choc. Certains ressentent déjà des picotements, un goût métallique dans la bouche, voire une sensation de coup de soleil. Slotin, quant à lui, est pâle et en sueur. En quelques minutes, il vomit, signe révélateur d'une irradiation aiguë. On le conduit à l'hôpital en urgence. Les médecins constatent vite les mêmes symptômes que Daghlian. Chute rapide des globules blancs, brûlure interne, fièvre, etc. L'évolution est fulgurante. Au bout de 9 jours de souffrance, Slotin meurt le 30 mai 1946 dans la même chambre que Daghlian. La mort de ce physicien expérimenté marque profondément les esprits. 2 victimes, 2 dates, curieusement chacune le 21 du mois, un mardi. La presse en parle peu, mais à Los Alamos, c'est un séisme émotionnel. Le surnom Demon Core devient incontournable. Certains estiment qu'il s'agit d'un cœur démoniaque qui réclame sa vengeance. Après 2 accidents mortels, les dirigeants de Los Alamos n'ont plus le choix. Ils imposent un durcissement drastique des règles. Fini les manipulations à main nue ou avec un tournevis. Désormais, tout test de criticité se fera à distance avec des systèmes mécaniques ou hydrauliques et des écrans de protection en plomb ou en tungstène pour protéger l'observateur. On évite également de réaliser ces expériences la nuit ou en effectif réduit. La présence de plusieurs observateurs devient obligatoire. Cette prise de conscience va en réalité influencer la manière de conduire des recherches nucléaires dans tous les laboratoires américains, puis dans le monde entier. Alors, qu'adviendra-t-il du fameux noyau ? À l'origine, il devait servir pour l'opération Crossroad, une série de tests nucléaires sur atoll de Bikini. Mais la mort de Slotin change la donne. D'une part, le noyau a été stérilisé par son passage momentané en supercriticité. Il s'y est formé des éléments appelés poisons nucléaires. D'autre part, son aura sinistre jette un froid. Finalement, on décide de le faire fondre. Le plutonium est alors dilué dans d'autres stocks. Le cœur démoniaque est ainsi dissous, exorcisant sa funeste réputation. Il ne fera plus jamais parler de lui sous cette forme originelle. L'histoire du Demon Core illustre de manière frappante la puissance terrifiante du nucléaire et la facilité avec laquelle un incident peut se produire quand la prudence fait défaut. Les expériences de Daghlian et Slotin, menées presque en improvisation, du moins selon nos standards actuels,
actuels sont devenus des exemples emblématiques de ce qu'il ne faut pas faire. Louis Slotin était un scientifique reconnu, formé à ces manipulations complexes. Pourtant, à force de répéter la même opération avec succès, il a fini par assouplir trop de règles de sécurité. Un simple tournevis l'a séparé de la catastrophe pendant des mois, jusqu'à ce qu'il glisse. De la même façon, Harry Daghlian était jeune, ambitieux et pensait maîtriser la situation. Mais le destin lui a joué un tour cruel. Il a suffi d'un bloc qui tombe mal pour enclencher la réaction. Ces accidents rappellent qu'en physique nucléaire, la moindre inattention peut avoir des conséquences fatales. Il a fallu ces tragédies pour que la notion de sécurité devienne prioritaire, surtout dans un contexte d'après-guerre où la course à l'innovation avait parfois pris le pas sur la prudence. Au-delà de ce simple fait divers, ce récit nous enseigne plusieurs choses. D'abord, la puissance incroyablement délicate que l'humanité manipule lorsqu'elle s'approche de la fission nucléaire. Ensuite, l'excès de confiance qui peut naître chez ces chercheurs, pourtant conscients des dangers. Et enfin, l'importance d'une culture de sûreté qui ne laisse aucune place à l'improvisation ou à l'orgueil personnel. C'est un rappel puissant que, derrière chaque découverte scientifique, se cache une responsabilité immense. C'est ainsi que s'achève l'histoire du Demon Core. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos réflexions, et n'oubliez pas, parfois, la frontière entre le génie humain et la catastrophe est plus fine qu'on croit. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les méandres de l'histoire et de la science.